Heu et on est parti. Alors aujourd'hui, on vous reçoit pour un, webinaire sur la sobriété éditoriale avec Ferréol Lespinasse de chez Cyclope Éditorial. Merci Ferréol d'être là. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous sommes l'Institut belge du numérique responsable. Qu'est-ce que l'Institut belge du numérique responsable? On est une ASBL privée et notre objectif, c'est vraiment de promouvoir, en fait, le numérique responsable sous toutes ses formes, les enjeux éthiques, les enjeux d'accessibilité, d'inclusion et forcément les enjeux environnementaux, pour le numérique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va promouvoir, mettre des guides, des outils, des formations, on va servir de point de référence, on va partager des connaissances et de l'expertise. Et donc aujourd'hui, on a Ferréol qui nous fait le plaisir de venir parler de sobriété éditoriale. Donc on va plutôt être sur la partie usage et services numériques. Ces webinaires sont gratuits, sont publics, les replays sont mis à disposition et ça, c'est grâce, à nos membres. Donc je vais quand même vous afficher, les membres qu'on a ici en Belgique. Alors, on est autour des 82 membres. Ma slide est un petit peu vieille, elle date de novembre 2024, donc je m'excuse s'il y a une ou 2 organisations qui n'apparaissent pas entre-temps. Je devrais mettre ça à jour bientôt. Et donc on les remercie, c'est grâce à nos membres qu'on existe, qu'on fonctionne, qu'on est capable de proposer de la sensibilisation, de la formation, notamment aussi, parfois de façon pro bono dans les écoles et les universités. Donc merci à nos membres. Et je pense que moi, j'ai quasiment fini. C'est à peu près tout. Je voulais juste une toute petite dernière slide pour vous rappeler que sur notre site, vous allez retrouver plein de ressources. La plupart sont gratuites, sont publiques. Vous avez accès à des guides, des MOOC, des articles, et j'en passe. Donc vraiment, servez-vous de ces ressources publiques. Et puis, si vous avez besoin, de plus d'accompagnement ou, d'aide, vous pouvez forcément prendre contact avec nous. C'est tout pour moi. J'arrête le partage. Férol, je te laisse la main. Et on est parti. Donc, juste pour les règles, pour info, donc c'est vos caméras et vos micros sont désactivés. On les activera en fin de présentation pour les questions-réponses. On prendra normalement pas de questions durant la présentation de Ferréol, sauf si vraiment je me permets de l'arrêter si on estime qu'il y a vraiment un souci de compréhension sur le contenu qui sera présenté. Mais sinon, vraiment questions-réponses à la fin. Et c'est tout pour moi. Intro bouclée en 3 minutes. Ferréol, je t'en prie. Et encore merci d'être là aujourd'hui. Bah, merci, merci Jules et puis merci l'Institut belge du numérique responsable de me donner la parole. Alors, je veux juste partager mon écran, mais voilà, est-ce que du coup oui, je vois que le C'est bon. partage écran est OK. Alors ouais, vraiment un grand merci, de m'accueillir pour ce webinaire. L'idée, c'est effectivement de parler de sobriété éditoriale et puis d'expliquer, bah, comment la sobriété éditoriale accompagne la réduction des impacts d'un site. La présentation, elle va durer, 1 heure, à peu près. Enfin, je vais essayer d'être, concise dans mon propos pour vous laisser justement le temps de poser des questions à la fin. Donc pour me présenter très brièvement, moi j'interviens depuis 15 ans autour des problématiques de rédaction web, refonte éditoriale de sites et donc j'accompagne les organisations en sobriété éditoriale et langage clair, que ce soit en conseil, accompagnement et formation et surtout j'ai écrit donc la première méthodologie, opérationnelle sur la sobriété éditoriale. Le livre est paru en 2022, et il comporte également un référentiel. Je vous en parlerai un peu plus loin dans la présentation. L'objet de ce livre, c'est vraiment parti du fait qu'il y avait, bah, par exemple, les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web pour la sobriété numérique ou des référentiels qualité, je pense, à OPCAST par exemple. Et côté contenu, il y avait pas grand-chose. Donc le livre est vraiment né de ce constat, pour permettre de mener des audits de sites et pour qu'il y ait aussi, de quoi auditer un site, en ce qui concerne les contenus et auditer un site, sur la sobriété des contenus. Voilà pour, la présentation. Aujourd'hui donc, ce que je vais faire, je vais vous parler donc de sobriété éditoriale, vous l'aurez compris. Je vais d'abord vous partager quelques chiffres pour vous permettre de comprendre, bah, comment la sobriété éditoriale, intervient, ce que c'est et puis je vous présenterai, la méthodologie, puis un référentiel et l'audit sobriété éditoriale. Alors
pour déjà planter le décor, en fait, comment la sobriété numérique et la sobriété éditoriale se complètent. En fait, l'éditorial, si on le considère de manière sobre, il permet de dimensionner au plus juste la réponse aux besoins usagers, donc la pertinence des contenus en ligne. Donc, il accompagne vraiment la sobriété numérique. Et en fait, l'éditorial intervient dès la réflexion sur le parcours utilisateur, de ce que recherche l'internaute, dans la navigation, dans la structuration de l'arborescence, dans la rédaction des contenus, et puis dans le pilotage et la diffusion de ce contenu. Et la sobriété éditoriale, pour rentrer un peu plus dans la définition, elle propose un regard critique à tous les niveaux de la création du contenu, et ça, vous le verrez dans la méthodologie, dès la réflexion sur est-ce qu'il est pertinent de communiquer, et puis ensuite quand je crée mon contenu et au long de son cycle de vie. Et les objectifs sont bien sûr, comme la sobriété numérique, d'alléger l'impact environnemental de la com, mais c'est également respecter la charge mentale des publics et des communicants, qu'on oublie, et puis d'augmenter en fait la robustesse de la communication et son efficience. Alors, et juste pour vous parler de méthodologie et vous expliquer, en fait, on dit qu'en général, on peut lever, je pense, la moitié des leviers sur les impacts se jouent lors de l'étape de conception, puisqu'il s'agit de dimensionner au plus juste, hein, je l'ai déjà dit. Et donc, dans la méthodologie d'un site web, lorsqu'on prépare ce dont on a besoin pour le site web, c'est vraiment là où l'éditorial intervient, quand on questionne et qu'on définit l'utilité, aussi quand on conçoit en se concentrant sur l'essentiel, c'est vraiment ce qui permet de réfléchir à la levée sur les impacts. Et puis bien sûr, quand on développe en respectant des bonnes pratiques d'éco-conception web, qu'on rédige, qu'on teste et puis qu'on améliore en continu. Alors, pour rentrer plus dans le détail et pour découvrir la sobriété éditoriale, je vais tout d'abord vous partager quelques chiffres pour qui vous permettent en fait de vous rendre compte pourquoi il est intéressant, enfin, de se poser la question d'avoir une réflexion sur les contenus qu'on diffuse. Alors, ce que j'aimerais, et je vous propose pour ça d'utiliser le chat. À gauche, il y a des réalités, des chiffres, pardon, 54, 16, 70. À droite, il y a des réalités, donc le pourcentage de Français qui éprouvent des difficultés à lire à l'écrit, la fatigue informationnelle. Et j'aimerais que vous reliez les chiffres aux réalités. Et ce que je vous propose, c'est que vous communiquiez dans le chat, juste pour que je vois que je puisse voir un peu ce que vous pensez de ces chiffres et de ces réalités. Alors par contre, et Jules, je te demande, je vois pas l'onglet discussion. Est-ce que c'est parce que je me suis mise en plein écran? C'est possible. En tout cas, moi, j'ai bien Ouais, accès à la conversation. Je pense que normalement tout le monde a accès à la conversation, donc on va voir d'accord, si d'accord. ça fonctionne, mais Et normalement ben, oui. je Hem, alors si tu veux, ce qu'on peut peut-être, faire, c'est un système de vote. Donc si jamais vous êtes d'accord avec une proposition qui a déjà été mise dans le chat, n'hésitez peut-être pas à la voter. Comme ça, on pourra oui, voir le bonne nombre de idée. votes pour chaque enfin, pour chaque proposition. On va faire comme ça et on va prendre, bon, à mon avis, on va prendre un petit 30 secondes pour que les gens puissent Oui. écrire. Heu, ouais, il y a pas mal de personnes qui même commencent à proposer les 3. Je suis assez d'accord avec Zoé. On va se laisser encore petite minute à notre aise pour faire ça. Oui, oui. Est-ce que tu as accès, Féréol, au chat ou pas? Non, je ne le vois pas, alors, OK, alors je vais je me un peu disais que tu commenter. pouvais peut-être me Ouais, commenter, donc ouais. au début, on Merci. avait Julie qui nous disait 16 peut-être pour la difficulté de lecture avec 9 likes, donc 9 personnes qui sont d'accord. Marie qui nous propose 54 pour des personnes qui souffrent de fatigue informationnelle avec 5 personnes qui ont mis un petit like.
Ensuite, Philippe proposait donc 70% pour la fatigue, 54% pour les difficultés de lecture et 16% pour l'interruption. Mais personne n'a voté pour. Par contre, Zoé propose 70% pour la fatigue informationnelle, 16% pour les difficultés de lecture et 54% pour les interruptions des tâches. Lancelot propose 54% interruption, 16% difficulté, donc la même chose. Et Mmh. puis, Marie propose encore 70% sont interrompus dans leurs tâches. Donc ce qui confirme... non, ce qui n'est pas la même chose. Si c'est la même chose, c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux nous donner les réponses? Ouais et ben je vais les donner, je vais pas vous je vais vous les donner. Alors déjà, c'est 16 des Français qui éprouvent des difficultés à lire à l'écrit. On a 21 enfin, il faut savoir qu'il y a 7 d'électronisme. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2024 et qu'il y a 21 d'électronisme. L'électronisme, c'est la difficulté à utiliser les outils numériques. Donc, c'est toutes les personnes exclues des communications. Heu, il me semble d'ailleurs que j'avais lu des chiffres, en Belgique et que on était sur des chiffres un peu similaires. Sur les notions. Sur la fatigue informationnelle, c'est une enquête qui a débuté en 2022 et qui s'est renouvelée en 2024. Donc c'est 54 des personnes qui souffrent de fatigue informationnelle et du coup, ça fait 70 des personnes qui déclarent qu'elles arrêtent de regarder les informations. Donc à force de trop communiquer, on est responsable de l'invisibilité des messages. Donc ça, c'est un chiffre assez important et justement, bah, comment dire? Sur et sur justement l'interruption des tâches quand surgit une notification, c'est 70. C'est celle-là et ça, c'est un chiffre qui date de 2023. C'est l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique qui l'a mis en avant. Donc c'est assez énorme, en fait, sur cette notion de charge, mentale. Sur le et juste pour info, en général, quand, justement sur ces notifications qui arrivent, en général, on prend 1 minute pour reprendre le travail en cours après avoir regardé sa boîte mail, sans répondre aux mails. Donc ça fait, perdre à peu près 1h30 de travail par jour. Donc voilà, ça c'est des chiffres aussi qui sont intéressants de comprendre, de connaître. Et là, bah, pareil, on va continuer. On a des réalités des chiffres, pardon, à chaque fois je me trompe. Des chiffres à gauche, donc et des réalités à droite. Et ce que j'aimerais, c'est que pareil que tout à l'heure, vous puissiez faire des votes et je veux bien Jules quand les personnes ont commencé à réagir que tu me commentes les votes des personnes. Ça marche. Je réponds moi-même parce que je pense que j'ai déjà la j'en ai une, donc je vais tenter. J'essaie d'écrire plus vite que tout le monde. Et 21%, heu, origi voilà, je vais tenter. Moi, j'ai tenté ça, je tente. On va voir un petit peu. J'attends un petit peu que les gens, soit, marquent un accord avec ce que je propose, soit me proposent autre chose. On va voir un petit peu. Entre temps, je vais aussi copier-coller dans le chat parce que je viens de le retrouver, mais donc référentiel 2023 de l'infobésité et de la collaboration numérique. Ouais, Ça, je vais mettre le lien dans le chat pour les personnes qui souhaitent consulter ça oui, oui, oui. le si éventuellement quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat, ce sera même plus intéressant. Mais quand même 9 personnes qui sont d'accord. Donc ce qu'on propose, enfin ce que j'ai proposé, mais il n'y a pas l'air d'avoir de désaccord, mais donc 95,6% de trafic nul. On aurait 64% de copier-coller et peut-être 21% de documents qui sont originaux? Ce qui correspondrait quelque part Effectivement. mathématiquement au copier-coller? Ouais, 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 ouais. Effectivement, on est sur ces chiffres-là et c'est assez, et ce chiffre, en fait, c'est une enquête qui avait commencé en 2018, l'enquête de Ahrefs et du coup, c'était, tu peux me redire 90 en oui, non, 96,5. ouais, ouais, voilà. Non, mais je savais plus comment vous le 96, voilà. 96, pardon. Ouais, non, voilà, mais c'était ça, j'étais voilà et bah, au début, c'était 91 et en 2018 et là, maintenant, c'est monté jusqu'à 96.
Et donc en fait, c'est assez énorme. Ça veut dire que 3,5 seulement du web est visité. Ça veut dire donc que, il y a que le reste, c'est des cimetières numériques. Tous ces chiffres donc datent avant, la production, de contenu massive, générée par IA. Donc voilà. Moi je et ce que je voulais rajouter aussi sur cette notion de contenu non visité, c'est qu'en général, quand il y a des refontes de sites et Isabelle, Canivet, qui fait partie des Yellow Dolphins, qui sont les, heu Isabelle Canivet et Jean-Marc Hardy qui ont, vraiment, structuré la rédaction web. Ce sont 2 Belges qui ont structuré la rédaction web depuis, plus de 20 ans. Eux, quand ils font des refontes de sites, ils s'aperçoivent que c'est à peu près 20 du contenu qui génère l'essentiel du trafic. Moi, ça m'est arrivé en audit de voir que c'était 10 du trafic, seulement, enfin 10 du site qui était visité. Donc ça veut dire qu'on a créé 80 du site qui ne sert pas, voire 90. Donc vraiment là, un questionnement sur l'efficacité. Effectivement, il y a une enquête de l'INA, alors là, qui, explique que 64 en général, c'est du copier-coller pur et simple. Et on a une infographie de We Data. Alors je précise, elle date d'avant l'IA, et donc la profusion de contenu, mais en fait, cette infographie analyse qu'il y a 19 des documents en ligne qui n'ont pas d'originalité, 37 qui ont entre 1 et 20 d'originalité et 21 seulement qui sont originaux. Donc en fait, face à tous ces chiffres, et c'est pour ça que je voulais vous les partager pour commencer, bah, on peut se demander pourquoi on publie autant de contenus, qui sont déjà vus, déjà lus, qui ne sont pas visités. Là, je n'ai pas dans cette présentation partagé les chiffres, liés à l'usage du numérique, parce que je pense que, enfin, j'espère que vous les connaissez, mais en fait, les chiffres sur l'empreinte environnementale du numérique sont assez, phénoménales. Je vous en partage un de 2019, c'est, 4. Donc il date un peu, donc il serait à réviser, mais c'est un chiffre de Green IT et qui estime, les émissions mondiales des gaz à effet de serre, enfin ouais, du numérique, et donc c'est 4, donc c'est autant que l'aviation, civile. Donc c'est assez énorme, et on sait que dans les études, il y a des chiffres beaucoup plus récents, mais j'ai pas réussi à avoir de chiffre mondial, en fait, c'est pour ça que je vous partage que celui-ci. On sait que ça a augmenté considérablement ces 2 dernières années en plus, et enfin déjà avec, l'adoption massive du numérique et l'adoption massive de l'IA. Voilà. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment ces réflexions autour de pourquoi on publie autant de contenu, pourquoi on publie autant de sites. Heu, Avec en plus, au cœur des enjeux du numérique, enfin, au cœur du numérique, beaucoup d'enjeux, qui sont complexes autour de la vie privée, de la santé, de l'addiction, de l'inclusion. Je rentre pas plus dans les détails, mais du coup, on peut en venir à questionner, cet usage, massif, du numérique. Alors, ce que j'aimerais maintenant, dans un premier temps, après vous avoir expliqué, bah, enfin, d'où provient, hein, cette réflexion sur la sobriété éditoriale, je vais juste vous partager, bah, des éléments de compréhension sur la sobriété éditoriale. La sobriété éditoriale, en fait, elle, bah, comme je l'ai dit en introduction, elle va vraiment apporter un regard, critique et constructif quand on va créer du contenu. Avec vraiment le but d'alléger l'impact de la communication et de respecter la charge mentale des publics et des communicants. Et pour ça, elle va vraiment interroger, bah, la stratégie de communication, le dispositif de communication, sur quelle plateforme je vais et pour quelle empreinte numérique, le format, quel format j'utilise, la fréquence de publication. L'objet, c'est vraiment de respecter l'internaute et puis le communicant qui publie. Le cycle de vie du contenu, parce que bien souvent, on se concentre sur la création du contenu et on oublie totalement son cycle de vie. Et puis, bah, le temps de travail du communicant, parce que l'objet aussi, c'est de rationaliser la production du communicant, qui pourrait, la production de travail qui pourrait être exponentielle. Alors,
Pourquoi, hein, cette sobriété éditoriale? Donc, les prismes sont vus au travers des 3 P, hein, people, planet, prospérité, prosperity. Donc, au niveau du public, l'idée, c'est vraiment de réduire sa charge mentale et d'augmenter sa capacité à trouver ce qu'il cherche, comprendre ce qu'il trouve et utiliser ce qu'il trouve pour répondre à son besoin. On est vraiment centré autour de l'action usagée. Il y a vraiment aussi des notions de vo il y a vraiment la volonté aussi de réduire la fracture numérique, et de favoriser de l'inclusion aussi. Au niveau de la planète, vraiment l'idée, c'est de réduire le nombre de supports, qu'ils soient, enfin numériques ou papier d'ailleurs, diminuer le nombre et la complexité des pages et puis diminuer le temps de consultation. Au niveau de l'organisation, bah, l'idée, c'est vraiment de prendre soin des collaborateurs avec des activités à plus forte valeur ajoutée. D'améliorer son image avec une publication qui sélectionne ses publics et qui prête attention à la fréquence, et puis de réduire les coûts, et puis de faciliter le passage à l'acte des usagers aussi. La posture de sobriété, bah, c'est vraiment prendre conscience des impacts de la communication. C'est déterminer l'utilité et ça, c'est vraiment un enjeu majeur, déterminer l'utilité de la communication. Donc souvent, ça demande de faire un pas de côté, de remettre en cause de remettre en cause d'ailleurs, ce qu'on entend, partout, tout le temps, qu'il faut publier tout le temps, partout, sur tous les canaux pour être visible. C'est-à-dire qu'il faut accompagner le changement en interne, auprès de la hiérarchie qui valide et puis, enfin vraiment en interne et puis dans sa propre communication et puis reconsidérer les indicateurs de mesure. La posture de sobriété, elle va vraiment de sobriété éditoriale, on va vraiment se baser sur les 3 U de l'éco-conception. Donc est-ce que ce que je fais, c'est utile? Est-ce que ça te satisfait un besoin, ça permet d'accomplir une tâche? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est vraiment visité par mes usagers? Enfin non, pardon, ça c'est utilisé. Pardon, utilisable, c'est est-ce que ça facilite le passage à l'action? Et utilisé, donc est-ce que c'est vraiment adopté par les usagers? Et la sobriété éditoriale, donc elle va intervenir tout au long du cycle de vie du contenu, de la conception du contenu à sa suppression. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous partager la méthodo de sobriété éditoriale, la méthodologie pour enfin les questions qu'on peut se poser, et puis après je vous parlerai du référentiel et de l'audit. Alors, la première étape, c'est de déterminer quand communiquer. Ensuite, on va interroger l'utilité de ce qu'on fait. Quand on sait que c'est utile, bah, on va interroger le format, la qualité, le pilotage et puis l'amélioration continue. Alors, la première étape, ben, on peut se demander: «Est-ce que mes objectifs de com sont d'intérêt général?» Et sinon, bah, effectivement, on peut réviser ces objectifs pour qu'ils soient d'intérêt général. C'est une première étape qui permet du coup de recentrer de la com sur l'utile et l'essentiel et de même d'avoir une vision, responsable dans sa volonté de communiquer. Ensuite, on peut se demander si le numérique est un passage obligé pour répondre à ces objectifs. Je pose tout de suite cette question parce que très souvent, on pense à ah, faut créer un site web, faut publier, faut communiquer sur le web. Parfois, c'est pas la meilleure option. Je dis souvent en interne, parfois mettre une affiche à la machine à café, c'est plus efficace que d'envoyer un mail par la messagerie interne alors qu'on croule sous les mails. Cette première étape, elle permet aussi de s'interroger, bah, est-ce que j'utilise le papier? Quand je disais: «Est-ce que le numérique, c'est le passage obligé?» Est-ce que j'utilise le papier ou le numérique? L'ADEME explique que, par exemple, plus un document a une durée de vie longue, plus c'est judicieux de l'imprimer. S'il a une durée de vie courte, on peut utiliser un format numérique, mais à ce moment-là, il faut lui mettre une date d'archivage. Hem, avant de créer l'étape 2, avant de créer le contenu, je vais interroger son utilité. Est-ce que ce contenu est utile à mes publics? Donc ça veut dire qu'il faut avoir déterminé l'utile et l'essentiel dans sa communication. Est-ce que ce contenu, il est utile pour accomplir mes missions et mes compétences? Est-ce que ce contenu est spécifique ou inédit? Donc ça va être vraiment, une réflexion donc sur ces 3 questions. D'abord l'utilité pour mes publics, ensuite l'utile pour atteindre mes objectifs de communication et ensuite, bah, est-ce que ce contenu n'a pas déjà été produit? On l'a vu les chiffres tout à l'heure. Ben, dans ces cas-là, on peut se poser la question de mettre à jour ses supports internes ou de faire un lien vers un support externe.
il n'y a pas d'utilité à reproduire des choses déjà publiées par ailleurs. Ce dernier point est parfois difficile parce que souvent, il se peut arriver que les institutions, les organisations souhaitent avoir vraiment des références avec leur logo, etc. Donc, c'est pour ça que je disais, ça demande de considérer les attachements et d'accompagner le changement. Sur, l'utilité, ça c'est pour vous donner un exemple, un contenu utile, bah, il répond à la loi de Quintilien. Il accompagne l'action de l'usager. Il répond à qui, quoi, pourquoi, où, quand, comment, combien. Pour vous montrer l'utilité, on peut la poser, vraiment sur, plusieurs, strates. D'abord, bah, par exemple, on peut se poser la question, là c'est un site d'agglo sur lequel il y a un un carrousel. Et un carrousel, bon, c'est un exemple qui est assez, souvent, pointé du doigt en écoconception. En fait, un carrousel, ça bouffe énormément de bandes passantes, ça envoie énormément de requêtes, donc ça fait peser le poids d'une page et les chiffres sont assez, édifiants. En général, les personnes cliquent à 5 sur la première diapo et à moins de 1 sur la seconde. Donc autant dire qu'il n'y a pas d'utilité. Donc en fait, la réponse, c'est de hiérarchiser l'information différemment et d'enlever, par exemple, ce carrousel, qui en plus est lourd. Donc on peut, l'utilité dans les fonctionnalités. On peut aller, questionner l'utilité des supports. Satori, c'est une enseigne bio. C'est 40 magasins bio. Ils font partie des pionniers, de l'alimentation bio en tant que supermarché, en France, donc depuis 40 ans. Et eux, par exemple, lorsque je les ai accompagnés pour, réfléchir à leur sobriété éditoriale et à la refonte de leur site, on a aussi fait un point sur, les outils. Et par exemple, ils ont décidé de réduire par 2 la fréquence d'envoi des newsletters. Le taux d'ouverture des newsletters est resté inchangé et la fréquentation en magasin aussi. Ça n'a pas affecté la fréquentation en magasin. C'est un exemple que je donne régulièrement parce que, ça montre que, bah, réduire les contenus, ça n'aura pas forcément d'impact sur les publics et sur son chiffre d'affaires. Bien évidemment, ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion sur quel contenu je réduis ou non. Et on peut aller aussi, regarder l'utilité du contenu carrément aussi, bah, dans l'écriture. Là, je vous ai mis un texte avant, après. Rapidement, on voit que le texte avant, c'est un texte très ronflant, écrit en pavé de texte qu'on n'a pas envie de lire. Le texte après, il est centré autour de l'utilité pour chacun des publics, puisque d'ailleurs les utilités enfin les publics sont nommés. Donc, là, je vous donne ces 3 exemples. Je passe un peu rapidement et je suis désolée, mais c'est pour, tenir dans les temps, de la présentation. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte sur quoi on peut, réfléchir, quel dans quelle jusqu'à quelle granularité on peut aller, dans la réflexion sur l'utilité. Ensuite, bah, sur le format, l'idée, ça va vraiment être de réfléchir au format qui est le plus efficace et pour accompagner la compréhension usagée, tout en étant plus léger. Le gros sous-entendu, c'est la vidéo, c'est pas un passage obligé. Parfois, une vidéo peut être résumée en 2 phrases. Parfois, une vidéo sera hyper utile pour présenter une consigne de sécurité. En tout cas, l'idée, c'est toujours de réfléchir à sa pertinence. Et pareil, en fait, l'idée, ça va être de s'appuyer sur la durée de vie, l'objectif et le public pour savoir si je vais prendre un support papier carrément ou web et ce que je vais faire. On peut même décider de publier un contenu uniquement sur les réseaux sociaux avec une date de péremption. Et juste pour, remettre, ce que dit le RGESN, hein, un texte, c'est moins lourd qu'une image, c'est moins qu'un un audio, c'est moins qu'une vidéo. La 4e étape, ça va être la qualité du contenu. Est-ce que le niveau d'information est adapté aux besoins des publics? Est-ce que le contenu est écrit en langage clair? Est-ce que le contenu est utilisable? Alors, adapté aux besoins des publics, ça sous-entend de bien connaître ses publics, de vérifier sur les communications qu'on a faites avant si le niveau d'information est le bon. Sur la notion de langage clair, alors juste pour info, le langage clair, c'est une norme internationale depuis juillet 2023, la norme ISO 24495 et donc elle norme, l'utilisation du langage clair. Alors c'est plutôt chouette parce que l'idée c'est vraiment de se dire que chacun a le droit à des informations adaptées pour connaître ses droits et ses responsabilités.
C'est vraiment un point intéressant et juste pour information, le langage clair, c'est pas du Falc. Je le dis parce qu'il y a souvent une grosse confusion entre les 2. Le Falc, facile à lire, facile à comprendre, qu'on reconnaît avec le logo, bleu du petit pouce, levé. Le Falc a vraiment plutôt tendance à être utilisé pour des personnes qui ont des difficultés de compréhension de la lecture, des personnes qui ne maîtrisent pas la langue ou qui ont des handicaps mentaux, par exemple, ou enfin cognitifs. Tandis que le langage clair, c'est pour un public général. Donc, je précise la distinction parce que très souvent, c'est confondu avec le Falc. Donc voilà pour notre, 4e étape. Ah oui, puis il y a aussi, bah, justement la notion de contenu utilisable. Donc à gauche, on a un contenu, avant qu'il soit, travaillé pour être utilisé et à droite, on a le contenu retravaillé. Donc comment, par le contenu, alors que ce soit avec des listes à puces, mais aussi par la simplification, et le fait de me mettre dans une pensée utilisateur, j'accompagne l'action de l'usager en rendant mon contenu utilisable. Alors, pour la 5e étape, la notion de pilotage des contenus, bah, ça va être d'aller me poser la question déjà, est-ce que mon contenu est utilisé? Vous vous souvenez des 3 U tout à l'heure, hein, utile, utilisable, utilisé. Bah, si mon contenu est pas utilisé, je peux et qu'il n'est pas obligatoire, je peux aller mettre en doute, bah, le fait de garder ce contenu. Bien évidemment, hein, si c'est un contenu stratégique, ça veut dire qu'il faut que je le retravaille. Est-ce que mon contenu est à jour? Donc là, bah, pareil, ça demande, d'ailleurs de planifier le cycle de vie du contenu, c'est-à-dire que dès la création du contenu, je vais planifier sa mise à jour, son entretien et puis, sa fin de vie aussi. Quand est-ce que je décide de l'archiver ou de le supprimer? Sur le pilotage des contenus, alors pour vous donner un exemple, j'avais accompagné le département de l'Ain. En fait, quand ils ont décidé de vérifier, le pourcentage de leur contenu, en ligne, en fait, ils se sont aperçus que le pourcentage de leur contenu en ligne qui était obsolète, ils ont supprimé 60 des actus en ligne, ce qui a fait supprimer 70 des photos et des médias. Donc vous imaginez la taille et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, personne n'a appelé pour dire qu'il manquait une actu. Donc, au vu d'un enfin, c'est intéressant d'avoir mené l'expérience sur un département et puis les actus génèrent toujours entre 11 et 12 des vues du site. Donc en fait, supprimer du contenu n'a pas d'impact sur le référencement parce que c'est souvent d'ailleurs, un des freins qu'on peut avoir, une des peurs, hein, souvent que j'entends. Et d'ailleurs, je vous montrerai des chiffres en fin de présentation. En général, quand il y a des refontes de sites, qu'on supprime du contenu parce qu'il y a si le contenu passe à la moulinette des 3 U, on supprime du contenu, ça a plutôt tendance même à rebooster le trafic du site, chiffre à l'appui. Donc je vous montrerai ces chiffres après. Heu, Pareil sur la notion de cycle de vie du contenu. Bah, par exemple avec, Satori, l'idée ça a été de se dire, bah, comment on va conserver la mémoire de l'entreprise parce que c'était dans les premiers, à interdire le sac plastique, donc à l'époque, il y avait pas mal d'actu sur le sujet. Quand j'ai repris le site avec eux, on s'est dit qu'on allait faire une frise chronologique pour reprendre les grandes dates. Par exemple, interdiction des sacs plastiques, interdiction des colorants naturels, parce que c'est eux ont vraiment été les pionniers. On a donc transformé des actus qui avaient des photos qui étaient lourds en frise chronologique bien plus légère. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple, une manière de gérer des archives. Et puis pareil aussi dans la notion de cycle de vie des contenus. Là, l'exemple, c'est de parler de Rennes Métropole qui, eux, ont posé une charte éditoriale et eux, carrément, bah, dès le début, disent: «Voilà, on va limiter la publication de contenu par jour. C'est un maximum de 3 par jour s'il y a des imprévus, mais sinon, on essaye de se limiter à un par jour, avec une règle à respecter à la lettre». Donc c'est intéressant de voir qu'on peut, alors qu'avant on avait tendance à réfléchir, à se dire: «Ah bah tiens, il faut que je publie au moins un post par jour, un post par semaine». Là, l'idée, c'est de se dire: «Je me mets un nombre maximum à ne pas dépasser». Alors ensuite, là, c'est pour vous montrer un exemple de tableau pour piloter le cycle de vie du contenu. Donc avec la création, j'ai ma date de publication,
j'ai des indicateurs de mesure et au moment où je décide de mettre à jour le contenu, bah, je vais décider est-ce que je le révise? Est-ce que je l'archive? Est-ce que je le recycle? Est-ce que je le stocke? Ou est-ce que je le supprime? Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir mis en place tout un process. Là, je passe très brièvement, hein, c'est une présentation, mais il faut avoir vraiment mis en place tout un process pour savoir combien de temps je vais conserver mon contenu et ce que j'en fais aussi, quand est-ce que je le supprime. Heu, Ensuite, bah, l'étape 6, c'est d'améliorer en continu. Donc, est-ce que mes contenus, bah, répondent toujours aux 3 U? Est-ce que le format est adapté? Est-ce que le contenu est à jour? Et donc ça, c'est vraiment une étape qui permet de toujours, heu de toujours se poser la question. Et puis juste, voilà, là l'idée c'était aussi de vous dire, bah, les indicateurs de mesure, c'est important en fait parce que souvent on se concentre sur la publication du contenu et c'est d'ailleurs, les KPI sont liés à ça. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait de se dire: «Bah tiens, j'ai plutôt regardé, bah, le nombre de contenus que j'ai publiés, OK, mais le nombre de contenus que j'ai supprimés ou que j'ai mis à jour». Je pourrais aussi par exemple dire: «Bah tiens, est-ce que, quel taux de publications j'ai faites qui sont d'intérêt général? Quel taux de publications j'ai faites de contenus qui sont spécifiques?» Voilà, en tout cas, on peut vraiment se poser la question et j'ai mis un lien dans la présentation qui permet de corréler les indicateurs d'intérêt. Pourquoi pas corréler? C'est-à-dire, bah voilà, en tout cas, j'ai fait tant de publications d'intérêt général, voilà le poids des posts. Et ça serait se dire aussi, bah, j'ai fait tant de publications qui, pour moi, ne sont pas d'intérêt général, mais pour une raison ou pour une autre, j'étais obligée de les faire. Bah, quel est leur poids? Ça, pourquoi pas? En tout cas, il faut nécessairement revoir les indicateurs de mesure. Là, je vous donne très brièvement quelques chiffres. La refonte d'un site que j'ai accompagné, en 2020 déjà, et voyez, on a une diminution des poids des pages de 792 pages à 529, ce qui a entraîné plus de 30 de pages vues, 78 de plus de visites, et une augmentation des visites en provenance du moteur de recherche. Tout ce travail, il y a eu aussi une refonte graphique et technique, hein, mais en tout cas, vous voyez, l'augmentation des visites du site et de la même manière, on a RATP, un site plutôt institutionnel. Ils ont baissé de 77 le nombre de pages, 90 le poids des pages et ils ont eu 67 de visites en plus. Voilà comme, un autre exemple également. Alors, donc voilà, tout ce qui concerne la méthodologie de sobriété éditoriale. Je suis désolée, j'ai essayé de tenir, les contraintes de l'exercice. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un référentiel. En fait, l'idée, c'est que dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est 50 bonnes pratiques, et à chaque bonne pratique, bah, il y a une règle de validation. Cette règle de validation, elle est, bah, vous voyez, donc il y a des bonnes pratiques, des objectifs et des règles de validation. Et du coup, ces règles de validation, elles permettent de donner une note, au site et donc c'est ce qui permet de noter l'audit, de sobriété, de noter enfin, avec ce référentiel de conformité, on peut faire un audit de sobriété éditoriale. Alors pour info, je suis en train de travailler le guide là dont je vous ai parlé, tout à l'heure, donc c'est 50 bonnes pratiques, il a été publié en 2022. Je suis en train de faire une révision totalement majeure de ce livre, qui verra le jour en avril 2025 et donc dans cette nouvelle version, il y aura 48 bonnes pratiques. C'est pour ça que vous voyez la 48 bonnes pratiques sur ce slide. Et d'ailleurs, c'est des enfin, j'ai fait une copie d'écran des nouvelles bonnes pratiques, mais qui sortiront, bientôt, dans les nouvelles, enfin bientôt d'ici 3 mois, dans la nouvelle édition du livre. Ce référentiel de conformité, en fait, donc il permet de nourrir, un audit de sobriété, éditoriale. En général, là, je donnais l'exemple du Genevois français, donc un pôle métropolitain, bah, l'audit, d'éco-conception a permis, de donner les chiffres, bah, quels sont les parcours utilisateurs les plus fréquentés, quelles sont les pages incontournables, quelles sont les pages, les plus visitées. Le client, lui, m'avait donné les pages stratégiques et moi, ça m'a permis d'aller, avec toutes ces informations-là, d'aller mener cet audit sobriété éditoriale avec
le référentiel que je vous ai montré à la page précédente. Du coup, ça m'a permis d'aller jusqu'à faire une déclaration, de sobriété éditoriale. L'objectif, c'est comme on a une déclaration d'accessibilité, c'est de mettre en place une déclaration de sobriété éditoriale, heu et du coup cette déclaration de sobriété éditoriale, donc elle commence d'abord par donc il y a l'audit avec le référentiel, un rapport d'audit qui permet de décrire les non-conformités et puis une déclaration de conformité qui permet d'expliquer la démarche. Donc en fait, ça permet vraiment, d'avoir une démarche assez complète et documentée et ça permet aussi à l'organisation qui se lance dans cette déclaration de conformité, bah, vraiment de savoir, bah, quelles sont mes non-conformités, quels sont mes axes d'amélioration, et puis du coup, bah, annuellement, enfin ou tous les 3 ans, tout dépend la validité qu'elle souhaite, enfin, tout dépend le plan qu'elle souhaite mettre en place. Ça lui permet, de constater une évolution. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Donc en fait, l'idée de faire, de d'a comment dire? D'associer sobriété éditoriale et sobriété numérique en menant un audit, ça permet vraiment d'avoir une vision globale. Ça permet aussi d'éviter les biais de focus en apportant de la perspective et puis de paralléliser les actions à mener pour des sites internet. Donc voilà en tout cas ce que je voulais vous partager sur sur la complémentarité entre la sobriété éditoriale et la sobriété numérique, en vous expliquant aussi, bah, cette notion de référentiel et d'audit. Pour, terminer, je voulais juste vous montrer, donc les ressources. Donc le livre, comme je vous ai dit, la prochaine, version sort en 2025 en avril, a priori, donc vous serez informés, en tout cas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, de la parution de l'ouvrage et puis sur le site Sobriété éditoriale, on peut télécharger le référentiel de conformité, hein, qui est en libre accès en Creative Commons et du coup, ça permet soi-même de s'auto-évaluer en sobriété éditoriale. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vais, sortir du partage écran et je vais vous laisser du coup, bah, je vais laisser la place aux questions s'il y en a.